Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel a été votre parcours dans l'athlétisme ? Bonjour, je suis Arnaud Flancard, actuellement président de la Ligue Île-de-France d'athlétisme depuis 1 an. Je suis dans la vie civile haut fonctionnaire, donc président de la LIFA est un engagement bénévole. Je travaille au ministère des Affaires sociales, une formation de directeur d'hôpital. Et athlétiquement, j'ai commencé presque 37 ans maintenant. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 5 ans dans les Hauts-de-France à l'Étoile Ouani. Le club de Guidru de Michel Jazzy. Et donc j'étais sauteur en hauteur. J'étais vice-champion de France de 100 en hauteur lorsque j'étais cadet, un record à 2,06 m. Et rapidement, j'ai poursuivi mon engagement plutôt en tant que président du club. Une première fois pendant 4 ans et après j'ai dû le quitter pour raisons professionnelles lorsque je suis venu m'installer à Paris. En 2016, j'ai repris la présidence pendant 8 ans, donc de 2016 à 2024, avant de devenir président de la Ligue Île-de-France d'athlétisme. J'étais un président TGV, j'habitais Paris, je travaillais à Paris et je rentrais les vendredis soirs souvent pour faire des réunions de bureau, de comité directeur, superviser le club, participer aux compétitions. Et puis la semaine, je travaillais à Paris et j'avais décidé en 2024 d'arrêter parce que c'est fatigant et ne pas être présent au quotidien lorsqu'on est président de club, pas toujours évident. Les nombreux présidents de club qui sont là et qui sont sur le terrain tous les jours en savent quelque chose. Et puis à partir de 2020, je me suis engagé dans les instances nationales et régionales. Donc j'étais membre du comité directeur de la Ligue des Hauts-de-France. Et puis ensuite à la fédération entre 2021 et 2024 comme vice-président, notamment en charge des relations institutionnelles, côté d'André Giraud, qui était à l'époque président. Quelles sont vos missions aujourd'hui ? Que fait un président de ligue ? La Ligue Île-de-France d'athlétisme est la plus grosse ligue de France. C'est 56 000 licenciés l'an dernier, déjà 52 000 cette année. L'année 2024-2025 a été une année plutôt dynamique avec la suite des Jeux Olympiques et Paralympiques. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à stabiliser notre niveau. Donc c'est 55 000 licenciés, c'est 350 clubs, donc c'est assez important. Et puis la Ligue, c'est une PME, 9 salariés maintenant. On a accueilli le dernier salarié la semaine dernière. Donc les fonctions de président, ce sont des fonctions qui ne sont pas opérationnelles. Pour ça, il y a un directeur général, une directrice du développement, un directeur en charge du haut niveau. Donc c'est d'impulser une stratégie. Je pense que c'est essentiellement ça, le rôle d'un président aujourd'hui, que ce soit en club, en comité, dans une ligue ou même à la fédération, c'est de définir une vision en fonction de ses convictions, en fonction de l'analyse du contexte, en travaillant de manière collective, de la traduire sur des objectifs, des grands objectifs, et puis ensuite de travailler avec les élus, les salariés, pour mettre en œuvre tout ça dans un projet opérationnel. Et quels sont vos objectifs là actuellement justement ? Alors justement, donc j'ai été élu le 16 novembre 2024. Rapidement, on a mis en place un projet de développement qui est ici, le projet LIFA 2030 que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Ligue et pouvoir le consulter. Et on a travaillé avec les clubs pour le concevoir. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a mis en place une consultation numérique des clubs, donc des 350 clubs, et on a à peu près la moitié qui ont répondu, ce qui est un niveau plutôt satisfaisant, qui montre un vrai intérêt pour travailler en commun avec l'ensemble des clubs. Sur cette base, on a défini des orientations stratégiques et des priorités en recueillant la parole des clubs. Le troisième temps a été un grand séminaire qu'on a fait à l'occasion de notre assemblée générale le 5 avril dernier, au sein duquel on est arrivé donc avec les résultats de la consultation numérique et les grandes orientations qui avaient été définies par le comité directeur de la Ligue sur la base de cette consultation numérique, et de pouvoir travailler lors de ce séminaire vraiment sur l'opérationnalisation du projet. On voulait vraiment faire un séminaire de travail et de se dire concrètement, sur la base des 3 grandes orientations stratégiques, comment on le décline opérationnellement autour d'une quinzaine d'ateliers groupes de travail. Et quelles sont ces 3 orientations ? Alors voilà, ces 3 orientations. La vision générale, déjà, c'est de faire de la LIFA un acteur de référence de la pratique d'une activité physique en Île-de-France afin de maximiser l'impact qu'on a sur le territoire. Donc ça, c'est l'idée générale qui va se décliner en 3 axes, du plus large au plus spécifique. Le premier axe, le plus large, c'est vraiment de parler à l'ensemble des habitants d'Île-de-France. On a 55 000 licenciés, c'est beaucoup, mais il y a 12 millions d'habitants en Île-de-France. Et donc l'objectif, c'est
de promouvoir l'athlétisme et de faire pratiquer de l'athlétisme, y compris à des personnes qui ne sont pas licenciées, qui ne sont pas dans les clubs, en allant à leur rencontre. Ça peut être dans des entreprises, à travers des opérations comme le Diagnoform, par exemple. Ça peut être en organisant des tournées d'été pour les plus jeunes. Ça peut être des actions sociales, sociétales, notamment ce qu'on appelle du stade vers l'emploi, les job dating sport. Donc vraiment, c'est de parler au grand public. Ça, je pense que c'est vraiment un point important, c'est de s'adresser à l'ensemble de la population afin d'avoir un vrai impact sur le territoire. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe va concerner les clubs et les licenciés en étant plus attractifs et en réussissant à fidéliser les personnes qui pratiquent. On a un vrai enjeu sur la fidélisation parce qu'on constate qu'on a un turnover de 40% d'une année sur l'autre sur nos licenciés, notamment sur les jeunes catégories. Alors, c'est normal parce que les jeunes découvrent, changent de sport, ça leur plaît pas, mais on a aussi des leviers à actionner pour réussir à fidéliser les athlètes au sein des clubs. Et quand on voit que malgré ce turnover de 40%, on est toujours soit en croissance, soit en stabilité, ça veut dire qu'on a un vrai réservoir de croissance si on réussissait à fidéliser ne serait-ce que 10% de nos licenciés. Alors ça passe par plus d'animation pour les plus jeunes, ce qu'on fait à travers les poussinades pour des enfants, des jeunes qui n'ont pas aujourd'hui encore la possibilité de faire de compétition, mais il faut leur proposer autre chose. C'est revoir nos formats de compétition, parce que lorsqu'on doit partir 10 heures de chez soi pour une ou deux épreuves, forcément, on est en concurrence avec des sports collectifs où ça va se passer sur 2 heures, 3 heures, et donc on n'est pas forcément attractif. Et puis, ça va être d'améliorer, renforcer la qualité de l'encadrement au sein de nos clubs pour réussir à fidéliser et attirer. Et puis, le troisième axe, plus spécifique, c'est sur le haut niveau. La Ligue a pour mission de mettre en place une politique d'accès au haut niveau, et donc ça se passe à travers un travail avec les clubs, à travers des stages, soit à Pâques, soit en fin d'année, qui peuvent se passer en Île-de-France, parfois à l'étranger, et également à travers la structuration des pôles à venir. Donc ça s'adresse des minimes aux espoirs, et on leur propose un environnement qu'ils ne pourraient pas trouver au sein des clubs, c'est-à-dire de l'entraînement quotidien, voire bi-quotidien, un accompagnement médical, un accompagnement sur l'analyse de la performance, et puis également des horaires aménagés en scolarité. Donc on avait jusqu'à présent 2 structures en Île-de-France, à Fontainebleau, à Eaubonne. On a recentré notre activité sur Eaubonne, et puis là, dans le cadre du nouveau projet de performance fédérale, on est en train de travailler avec les comités départementaux et les clubs pour définir une cartographie, identifier là où on va être positionné et travailler avec un réseau de clubs pour assurer un maillage territorial cohérent sur l'ensemble de l'Île-de-France. Voilà, donc c'est les 3 grands axes, le grand public, les licenciés et puis ensuite l'accession au haut niveau. Et est-ce que vous avez une vision particulière à nous partager sur les personnes en situation de handicap ? Personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est un sujet sur lequel je travaille professionnellement sur le sujet, donc je suis particulièrement sensibilisé. Aujourd'hui, la pratique du haut niveau pour l'athlétisme, elle est confiée par délégation à la Fédération française de handisport et Fédération française de sport adapté, et puis leur comité ou ligue régionale. Ma conviction, c'est que la pratique de l'athlétisme pour les personnes en situation le para-athlétisme, doit se faire au sein des clubs de la Fédération française d'athlétisme, donc au sein des clubs de la Ligue. Donc mixé, valide et... Mixé, valide et personnes en situation de handicap dans une logique inclusive. Vraiment, ça c'est un des axes qu'on a mis dans notre projet de développement sur la partie club et licenciés, c'est l'accueil de public en situation de handicap. Pour ce faire, on travaille en partenariat étroit avec le comité régional handisport et la Ligue de sport adapté. On a déjà des clubs qui ont pris ce tournant depuis plusieurs années, qui sont des clubs inclusifs, qui ont le label délivré par le comité paralympique et sportif français. Donc c'est avoir plus de clubs en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap, ce qui va nécessiter de la formation, soit de la formation relationnelle pour des publics plutôt sport adapté, soit de la formation très technique, parce que savoir entraîner quelqu'un qui a une lame de course ou savoir entraîner quelqu'un qui est en fauteuil nécessite des compétences particulières. Et là-dessus, les fédérations spécialisées, handisport et sport adapté, ont vraiment un apport et un savoir-faire à nous transmettre. Travailler avec eux, on est en discussion et on fera un partenariat qu'on conventionnera dans les toutes prochaines semaines. Ça veut dire aussi accueillir, on le fait déjà mais de manière plus forte, des personnes en situation de handicap dans nos compétitions valides, dans nos championnats régionaux, soit à travers des courses spécifiques, des épreuves spécifiques, soit directement à travers, directement dans les concours.
rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'une personne qui est amputée, a une lame de course, puisse participer à un concours de saut en longueur, avec des personnes qui sont valides. Donc vraiment, je veux qu'on efface les frontières, qu'on ait une logique pleinement inclusive. Je pense que dans 20 ans, on ne se posera plus la question d'avoir des personnes en situation de handicap au sein des compétitions de la Ligue, mais il faut qu'on travaille là-dessus. On prendra aussi des mesures financières pour faciliter la double affiliation à la Fédération Handisport et à la Fédération Française d'Athlétisme, parce que ça a un coût pour les clubs et on les accompagnera en la matière. Donc vraiment, c'est une démarche systémique pour que les personnes en situation de handicap soient dans nos clubs. Je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire et une démarche pleinement inclusive qui est d'ailleurs portée par le ministère des Sports. Quelle est la différence qu'on comprenne bien entre le sport adapté et le handisport parce que c'est pas clair pour tout le monde. Le handisport va concerner des personnes qui ont un handicap physique. Alors il y a différentes catégories, ça peut parfois être un peu complexe, mais ça va être une personne amputée, une personne avec une infirmité motrice qui va boiter, qui va être un peu paralysés d'un côté, et puis les athlètes qui sont en sport adapté, c'est des personnes qui ont plutôt une déficience intellectuelle ou un handicap psychique. Pour faire simple, et si on veut donner 2 exemples, Marie-Amélie Le Fur, bien connue, sprint, saut en longueur, et du côté handisport, et Charles-Antoine Kouakou, qui est un athlète d'Antony Athlétisme, donc dans un club inclusif, un club d'athlétisme de la Ligue, et un athlète sport adapté, champion paralympique de sport adapté en 2021 à Tokyo, donc sur 400 mètres, et entraîné par Vincent Clarico, qui est un entraîneur d'athlétisme, sur des, etc. Mais donc entraîné dans un club, mais donc il y a une déficience intellectuelle, s'entraîne dans un club, dans un groupe, et je pense que le fait, et il en témoigne très bien, le fait qu'il était dans un milieu inclusif, l'a beaucoup aidé à progresser, y compris dans sa vie sociale au quotidien. Alors en matière d'accompagnement, justement, et d'accompagnement à la formation, l'encadrement, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Quels sont vos défis dans ce thème-là ? Celui de l'encadrement, un sujet clé, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, sur l'attrait et la fidélisation au sein des clubs pour proposer un encadrement de qualité. C'est un facteur d'attractivité. Je pense que c'est un vrai différenciant des clubs d'athlétisme par rapport à pratiques auto-organisées qu'on peut voir, soit les running social clubs, soit des gens qui vont courir tout seuls. C'est que l'entraîneur apporte une vraie plus-value. Donc il y a la dynamique de groupe, mais il y a aussi des compétences, des savoir-faire en matière de planification de l'entraînement, de prévention des blessures. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'on fait du sport pour le bien-être, mais un excès de sport ou un sport mal pratiqué, non encadré, peut générer de la blessure. Donc le fait de s'entraîner dans un club avec des personnes formées est un gage de qualité et de protection de la santé des personnes. Les enjeux, donc, c'est de former plus de monde et plus rapidement. On se rend compte qu'on a des besoins de formation qui émergent de la part des clubs, mais lorsqu'on propose des formations qui peuvent durer 6 mois, 1 an, voire plus, entre le moment où on se met en formation et le moment où on a le diplôme, ça ne correspond pas aux attentes. Et ça ne correspond pas aux attentes des personnes qui trouvent ça un peu long, ça ne correspond pas aux attentes des clubs qui ont besoin d'avoir des gens formés plus rapidement. Donc notre enjeu, c'est d'accélérer la mise en formation et d'accélérer la délivrance des diplômes ou des différentes qualifications, le tout dans un cadre qui a été revu par la fédération avec l'organisme de formation de l'athlétisme. Donc on s'inscrit dans cette démarche fédérale avec une accélération des formations. Je parlais des entraîneurs, mais ça concerne aussi les dirigeants. On a ouvert des formations de dirigeants, elles ont été remplies en 48 heures parce qu'on constate qu'il y a un vrai besoin. C'est aussi de plus en plus une obligation, une attente des pouvoirs publics d'avoir un encadrement, que ce soit dirigeant, officiel, entraîneur, de qualité, conditions pour avoir certaines subventions, pour avoir les labels de la fédération, d'avoir des personnes qui soient formées. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on a commencé à travailler, on a besoin d'accélérer, mais en tout cas c'est vraiment ça le sens. Au niveau de l'organisation des compétitions franciliennes, quels sont vos objectifs ? Différents objectifs, et je pense qu'on peut parler plutôt d'organisation d'événements sportifs ou d'organisation sportive plutôt que simplement de compétition. Ça, c'est un des axes sur lesquels soit qu'on travaille, sur lequel on a commencé à travailler. C'est que la Ligue, aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est à peu près un peu moins de 50 championnats régionaux par an. Ce qui est déjà assez énorme parce qu'il va y avoir les benjamins, les minimes, il va y avoir le stade, le hors-stade, la nature maintenant, la marche nordique par exemple. Donc on est sur une logique de diversification de nos activités et c'est vraiment un des axes de notre projet de développement. Donc diversifier nos organisations sportives
Et on a différents enjeux. L'enjeu, c'est de revoir le format de nos compétitions pour avoir des compétitions plus actives, probablement un peu moins longues, plus dynamiques, pour éviter notamment chez les plus jeunes de devoir les mobiliser pendant 10 heures pour faire 2 ou 3 épreuves, donc avoir des choses plus rapides, plus dynamiques. Je pense qu'il y a un sujet aussi autour de l'ambiance. Dans les compétitions, si vous regardez les organisations privées, les organisations de la Ligue, c'est que je pense qu'on peut s'inspirer de parfois ce qui peut se faire dans d'autres sports pour mettre un peu plus d'ambiance, avoir de la musique, faire le lien avec des acteurs territoriaux. Sur notre dernier championnat élite l'IFA qu'on a organisé à Cergy, il y avait un DJ, il y avait la présence de food truck, et donc faire de ces moments aussi des moments festifs. Ça reste des championnats, mais on est là pour aussi prendre du plaisir. Donc il faut trouver le bon équilibre entre la recherche de la performance, la concentration, mais aussi le fait que ce soit un moment de fête. On aura la chance d'accueillir en Île-de-France en 2026 des grands championnats, des championnats nationaux. La Coupe de France des ligues minimes, qui est probablement le plus beau championnat de France qui existe. C'est la première sélection donc en équipe régionale, donc il y a toutes les ligues qui sont présentes, et c'est les 2 meilleurs athlètes dans chaque discipline de chaque ligue. Donc c'est vraiment une grande fête, ça se déroule sur une journée, c'est hyper rythmé, hyper dynamique, ça sera à Cergy. Donc vraiment, j'invite tout le monde à venir voir cette compétition qui est superbe, et vraiment, je souhaite qu'on en fasse un gros moment festif, parce que c'est aussi comme ça qu'on va réussir à fidéliser les athlètes dans nos clubs, dans nos compétitions, mettant des étoiles dans les yeux. C'est quand ? Ce sera le 14 juillet. Et 3 jours après, on aura les championnats de France à venir, donc U16, U18, U20, à Charletti pendant 3-4 jours, du jeudi au dimanche. Et là, pareil, ce sont les meilleurs athlètes jeunes qui seront là. Donc on aura 2 grands événements toute la semaine. Donc un message aux juges nombreux en Île-de-France. Vous serez sûrement très fortement mobilisés. Vous pouvez déjà noter la date dans le calendrier. Entre le 14 et le 18 juillet, on aura besoin de vous. Les juges jouent un rôle extrêmement important sur les compétitions. Compétition d'athlétisme, c'est au moins 60 à 80 juges, alors qu'un match de foot, c'est 3 arbitres. Donc après, il y a plus de personnes dans une compétition d'athlétisme. Mais en tout cas, je veux adresser un message de remerciement à l'ensemble des officiels qui sont mobilisés sur les compétitions, parce que vraiment, ils font un travail exceptionnel. Je parlais de la longueur des compétitions. Ça les concerne aussi, parce que quand vous êtes sur le terrain dès 8h du matin pour installer jusqu'à 20h, 21h, à la fin de la journée, vous êtes bien fatigué. Et puis le dernier point sur les organisations sportives, c'est l'organisation d'événements grand public. On en a fait un pour la première fois au mois de novembre 2025, puisque la Ligue Île-de-France, sur sollicitation de l'Association française des victimes de terrorisme, a organisé une course et une marche mémorielle pour commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre. C'était un grand événement, une superbe réussite, un moment d'unité, de cohésion très émouvant, qui a rassemblé à peu près 2000 personnes sur un 15 km en course, qui est parti du Stade de France, est passé dans Paris devant l'ensemble des lieux touchés par les attentats, dont le Bataclan, et arrivé à l'hôtel de ville. Et puis l'après-midi, il y avait une marche, parce que le sport, c'est courir, c'est aussi marcher pour des personnes qui sont un peu plus à mobilité réduite, qui n'ont pas l'entraînement. Et donc on est parti de République, Bataclan, et puis arrivé à l'hôtel de ville, en passant devant les autres lieux touchés. Réuni aussi 2000 personnes, donc sur l'ensemble de la journée, c'était quasiment 5000 personnes de mobilisées, 500 bénévoles, qui ont permis la réalisation de cette journée. Donc c'était vraiment le premier grand événement organisé par la Ligue, et donc je souhaite qu'on puisse organiser d'autres événements, soit des événements hors stade, peut-être des événements nature aussi, et puis des événements qui popularisent l'athlétisme auprès de personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de pratiquer, soit dans une logique de remise en activité, soit dans une logique d'animation territoriale. On a un séminaire avec l'ensemble des élus et des salariés au début du mois de janvier. On va y travailler pour faire des propositions. On a en tête une tournée d'été, par exemple, qui tournerait dans les différents départements, dans différentes villes, pour faire pratiquer aux jeunes, mais aussi à des tests de forme pour des personnes plutôt adultes. Donc voilà, on a nos compétitions régionales qui sont notre cœur de cible, cœur de métier. On a quasiment 50, sur lesquels on doit apporter des ajustements marginaux pour les rendre plus attractives. On a des grands événements qu'on organise pour le compte de la fédération, et puis après d'autres événements sportifs pour le grand public. Voilà. Donc c'est possible de concilier finalement compétition, grand public, de s'ouvrir. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'athlétisme, là, 2026, c'est l'année d'ouverture.
Ça a déjà commencé en 2025, mais en tout cas, c'est vraiment ça le thème des 4 ans et de l'Olympiade, c'est vraiment de parler au plus grand nombre. Et donc moi, j'invite vraiment les clubs à diversifier leurs activités. Je pense que c'est vraiment un des leviers d'action et un des leviers de développement, c'est de proposer une palette d'activités. Donc l'athlétisme piste, bien sûr, qui est notre savoir-faire, notre cœur sur lequel on est incontestable. C'est de proposer des activités running sur les créneaux du club, mais aussi parfois sur des créneaux du midi, en s'adressant aux entreprises, c'est de proposer des activités de sport santé, la marche nordique, l'athlé-fit, un peu de la remise en forme. Et là, le fait d'avoir des coachs diplômés au sein des clubs est un vrai gage de qualité et d'attractivité. Donc vraiment, de diversifier nos activités, et cette diversification va venir enrichir l'athlétisme qu'on peut appeler plus traditionnel. Je pense vraiment qu'en élargissant notre base, on va aussi renforcer l'ensemble de la pyramide, la pratique en compétition et le haut niveau. Ça va pas trop bousculer les clubs, ça de devoir se réorganiser, se diversifier? Est-ce que ça pèse pas aussi sur les gens qui font vivre les clubs? Comment vous voyez les choses? On a 350 clubs, les plus petits ont 30 licenciés, les plus grands en ont 1200, 1500, donc on a vraiment une diversité de clubs. Il y a des clubs qui ont déjà pris ce tournant et qui sont en avance sur ce que je suis en train de proposer, qui réfléchissent à d'autres activités sur lesquelles même la Ligue n'est pas encore en train de travailler. Donc il y a vraiment des clubs qui sont en avance, que ce soit sur la pratique adaptée, para, que ce soit sur le sport santé ou sur d'autres activités. Puis il y a des clubs pour lesquels lorsqu'il y a des tailles plus petites, un peu moins d'encadrement, c'est plus difficile. Bien entendu, il faudra que chacun trouve sa place et avance à son rythme. Je pense que le rôle de la Ligue, c'est de montrer le chemin, d'embarquer tout le monde et aussi de savoir créer peut-être du mentorat, du binomage entre des clubs qui ont des choses à apporter, d'autres qui veulent se lancer dans une activité et ne savent pas comment faire. Et alors qu'il y a des clubs qui l'ont déjà fait, sont déjà passés par là. Et donc, le fait de pouvoir échanger, c'est l'objet lorsqu'on fait des séminaires de clubs, d'assemblées générales, c'est de pouvoir créer ces temps d'échange, de rencontres. C'est aussi le rôle des comités départementaux parce qu'ils agissent à une maille plus territoriale, de pouvoir mettre des gens en relation et de pouvoir créer ce chaînage vertueux entre des clubs qui sont déjà passés par certaines activités et puis d'autres qui ont des choses à découvrir et qui veulent mettre en place des choses. Et bien entendu, la Ligue qui a mis en place un pôle développement est à la disposition des clubs pour les accompagner. On a aussi un conseiller technique sportif qui travaille sur la diversification des pratiques et on est là pour vous accompagner dans ce développement. Dernière question, est-ce que vous avez un message à adresser à l'ensemble des acteurs de l'athlétisme pour l'année à venir, pour 2026? Un message de remerciement. Merci pour votre engagement. Vous êtes sur le terrain des dizaines d'heures par semaine pour faire pratiquer l'athlétisme à des dizaines de milliers de personnes. On partage tous cette passion, donc vraiment un grand merci pour votre engagement qui est la plupart du temps bénévole, même si la professionnalisation progresse dans les clubs. Et je pense que c'est un point important, je pense que c'est un vrai levier de développement pour la suite. C'est aussi un sens sur lequel on travaille. Mais aujourd'hui, l'encadrement dans les clubs reste bénévole et donc merci beaucoup pour votre engagement et c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on est des amateurs.